Et ben, je me tourne à présent vers mon voisin de gauche, Nicolas Mouy. Vous êtes chef du secteur sport au service de la maîtrise d'ouvrage, de la direction du patrimoine et de l'architecture, la DPA, donc à la mairie de Paris. J'imagine que tout ce qu'on a entendu, c'est des choses qui doivent vous parler plutôt. Vous êtes en charge de la mise en place des plans de construction des prochaines piscines. En quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà quelle est l'offre actuelle à Paris, quel est le nombre de piscines en fonctionnement, et à terme, quelles sont les prochaines piscines qu'on devrait voir dans les prochaines années? Oui, alors vous avez accablé l'assistance avec nos si compliqués. Donc c'est la direction du bâtiment et la direction du patrimoine d'architecture. On s'occupe de tous les bâtiments. Effectivement, je fais partie du service qu'on appelle maîtrise d'ouvrage qui gère les grands projets. Moi, particulièrement, je m'occupe du patrimoine sportif. Aujourd'hui, à Paris, on dispose de 40 piscines et de 9 ou 10 bassins d'apprentissage de la natation. Qui sont donc répartis sur tout le territoire plus ou moins bien parisien. On juge qu'on a trop peu de piscines par rapport à la demande, et il y a un plan assez important à la fois de construction de nouveaux équipements, mais aussi un effort très important, et donc vous en verrez un exemple, de rénovation et de remise à niveau de nos équipements. Donc on projette, on a livré en fait au cours des 5 dernières années 2 nouvelles piscines, une piscine qui est la piscine Nakache dans le 20e, et la piscine qui est située à Louis de Funès dans le 8e arrondissement. Et aujourd'hui on a en projet une piscine dans le 20e arrondissement, une piscine dans le 14e arrondissement et une 3e dans le 18e pour les nouveaux équipements. Et puis à côté de ça, 4 restaurations, je crois. Alors on a énormément de travaux sur les piscines, ce qui occasionne des fermetures assez nombreuses. Et il y a effectivement 5 ou 6 très grosses opérations de réhabilitation, mais également un vaste programme de remise à niveau de tous les équipements. Donc il y a quasiment sur ces 5 ans une intervention lourde sur chaque équipement, parce que l'âge moyen en fait de notre parc correspond à peu près aux années 70. Donc, comme vous l'avez montré, c'est pas forcément toujours les meilleures constructions. On a quelques équipements qui datent des années 30 sur lesquels on fait aussi porter nos travaux. La piscine, c'est un équipement particulier, j'imagine, parce que très technique. On en parlait à l'instant, on disait que voilà, on connaît le bassin de natation, mais derrière il y a toute une machinerie. C'est un équipement particulier aussi parce qu'assez fragile. J'imagine que les conditions particulières font qu'il doit y avoir une usure plus rapide sans doute du bâtiment, et aussi parce qu'il consomme beaucoup d'énergie. C'est ça les 3 points notables qui font que la piscine est un équipement particulier? Alors effectivement, la piscine, elle cumule un certain nombre de singularités. Comme vous l'avez très justement dit, en fait, je pense que peu de monde s'en rend compte, c'est que quand on va dans la halle bassin d'une piscine, il faut imaginer en dessous à peu près le même volume. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, rempli d'équipements techniques ou de galeries pour pouvoir visiter l'équipement et le maintenir. On considère sur un équipement neuf qu'à peu près 30% du coût est représenté par les seuls lots techniques de plomberie, traitement d'eau, traitement d'air. L'autre particularité, c'est qu'une piscine, ça consomme de l'énergie. En fait, c'est un équipement un peu absurde, hein, c'est-à-dire vous prenez une grande halle, dedans vous mettez un grand bassin rempli d'eau, et puis là les gens ils disent ah ouais mais il fait trop humide, et donc on va mettre une machine pour enlever l'humidité de l'air. Donc voilà, on part sur un principe qui à la base peut pas être très pertinent ou performant sur le plan de la consommation d'énergie. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc une piscine à Paris, c'est à peu près la même surface bâtie, on va dire, qu'une école, qu'un grand groupe scolaire, et ça consomme 6 fois plus. Donc une piscine, en fait, on calcule sa consommation pour se comparer les uns aux autres.
ou pour comparer nos équipements entre eux, on le rapporte au mètre carré de bassin. À Paris, on est grosso modo à 5000 kWh par mètre carré de bassin par an. Si on calcule en Shone, pour ceux qui connaissent, qui parlent peut-être RT ou des choses comme ça, il faut multiplier par 3, donc on va dire on est à 1500 par mètre carré de Shone, alors que dans les logements, aujourd'hui, on parle de moins de 50. Donc voilà, on a des facteurs qui sont extrêmement importants sur l'énergie. Donc effectivement, c'est une autre des singularités. Et puis vous parliez de la fragilité. C'est effectivement un des enjeux majeurs aujourd'hui qui préoccupe nos élus quand ils prennent connaissance des chiffres, hein, qu'il y a des choses assez étonnantes. Une piscine à Paris, elle est en maintenance, à l'arrêt, en réparation, à peu près 1 jour sur 5. Mais si on prend nos 40 piscines, ça veut dire que constamment, vous avez 8 piscines qui sont fermées, hein, qu'on ne peut pas ouvrir parce que on est en train de la nettoyer, on est en train de la réparer, que quelqu'un s'est oublié dans le bassin, donc il faut changer l'eau. Enfin voilà, il se passe quantité de problèmes. La pompe est en panne, le traitement d'air ne marche plus. Quand on a un équipement, effectivement, il y a des architectes dans la salle, je suis sûr, mais mal conçu. L'humidité qui règne dans la piscine va dégrader extrêmement rapidement le bâtiment, dégrader les équipements si on n'a pas des équipements au niveau, et donc on va rentrer dans un cercle vicieux de dysfonctionnement. Donc c'est effectivement une de nos préoccupations également. Juste, tout à l'heure, vous citiez quelques informations à propos de la réglementation thermique. La piscine qui n'est pas soumise aux réglementations thermiques actuelles, c'est un cas particulier. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, quand on y pense, c'est que l'équipement, enfin en tout cas pour une municipalité le plus énergivore qu'est la piscine, est quasiment le seul à être exclu de la réglementation thermique, et ça depuis les premières réglementations des années 70. On y échappe parce qu'il y a un petit alinéa qui dit que quand il y a une condition d'humidité ou de température particulière, on n'est pas soumis à la RT. Ce qui, à mon sens, c'est quand même une joyeuse aberration. Et donc, probablement, elle ne va pas perdurer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, maintenant, nous, on place au centre de nos préoccupations, qu'on place au centre de nos concours et de nos travaux, c'est-à-dire on met en premier lieu ce sujet parce que c'est plus supportable en fait pour une collectivité de faire fonctionner une piscine dans les conditions qu'on connaissait avant. C'est-à-dire, je pense que les piscines, par exemple la butte aux cailles quand elle a été conçue, la facture d'énergie c'était pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, c'est tout simplement plus possible. Alors justement, pour que la municipalité puisse avoir un contrôle, en tout cas pour que, en termes d'énergie, notamment en termes d'énergie, on ne soit pas dans des aberrations, comme vous le disiez, vous avez mis en place, avec la mairie de Paris, un processus de construction qui est particulier par rapport à d'autres équipements, également particulier par rapport à ce qui s'était fait jusqu'à présent pour les piscines. Vous parlez d'un marché global. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un marché global? J'aurais pas les mots. On essaie de placer cette préoccupation au centre dans nos discussions avec les concepteurs, les constructeurs. Donc on le fait vraiment quotidiennement et c'est un sujet de discussion très important. Ces nouvelles piscines que nous sommes en train de préparer, dont nous sommes en train de préparer la construction, on s'est dit qu'il fallait changer le paradigme. Qu'on ne pouvait pas continuer à juste essayer de faire un peu mieux que la fois d'avant. Et on a mis sur le marché, on a convoqué, fait la publicité autour de notre consultation en disant voilà, on veut gagner 30-40% sur la consommation d'énergie. Donc on sait que ce n'est pas possible si on fait comme d'habitude. Donc on vous demande à la fois à vous, concepteurs, maîtres d'œuvre architectural, maître d'œuvre technique, mais aussi constructeur, mais aussi mainteneur et aussi exploitant, de vous mettre ensemble et de nous dire, voilà, vous prenez toutes vos contraintes, vous réfléchissez à qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une piscine ça consomme autant, et qu'est-ce qui ferait que vous pourriez nous proposer une piscine beaucoup plus performante.
Et donc ça, on l'a fait effectivement au travers d'un contrat global où on a demandé que des équipes en face de nous se constituent, qui regroupent toutes ces compétences-là et qui nous conçoivent un projet. C'est-à-dire que dès le premier coup de crayon, on avait en face des équipes, on avait le plombier, on avait le directeur de l'établissement, et on avait le maçon, on avait l'architecte, et ils étaient, enfin voilà, ils ont pu intégrer entre eux les différentes contraintes, parce que dans une piscine, en fait, il n'y a effectivement pas de révolution. En tout cas, on ne nous a pas proposé de révolution, on ne nous a pas sorti un système magique qui fait de l'eau chaude et qui laisse l'air sec, mais on nous a proposé des solutions où tout est optimisé dans la chaîne et personne n'est oublié. Et on a, dès le début, des discussions sur comment ça va fonctionner, qui va gérer tout ça. Et donc c'est vrai que c'est une démarche assez intéressante. Alors on l'a appliqué strictement que sur ce cas de ces équipements très techniques, parce qu'on trouvait que ça le motivait. Mais c'est vrai que c'est une démarche dont on espère qu'elle va donner des fruits intéressants et qui permet au groupement de s'engager sur un résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, c'est pas l'architecte qui nous dit ça va marcher et le constructeur après qui nous explique que c'est pas possible. On a un groupement qui nous dit ça va marcher et derrière c'est eux qui portent les risques, c'est-à-dire que c'est eux qui payent les factures et si ça dépasse, qui nous ont dit ben voilà, faut qu'ils trouvent les solutions pour revenir dans les clous. Donc ça veut dire que concrètement vous avez écrit dans le contrat des objectifs à atteindre en termes de performance qui conditionnent qui engagent plutôt les différents prestataires. C'est ça, et on a ciblé aussi bien des objectifs de confort en termes de qualité d'air. On a fixé des taux de trichloramine dans l'air, on a fixé une consommation maximum évidemment d'énergie. On les a mis en compétition là-dessus, de consommation d'eau, en nombre de jours d'ouverture par an, parce qu'on voilà, on veut que ça soit... parce qu'une piscine fermée, ça consomme un peu moins qu'une piscine ouverte, donc, mais on voudrait une piscine plutôt ouverte. Voilà, on a mis tout ce que les gens nous demandaient. On a également travaillé sur tout ce qui était... parce qu'il y a aussi une évolution des usages. La piscine de la Butte aux Cailles, elle est très belle. Mais derrière, nous, on a besoin... ce qu'on nous demande, c'est à 7 heures de pouvoir accueillir des sportifs, à 8 heures les écoles, de pouvoir donc accueillir des activités diverses et variées. Donc on a introduit des exigences en termes de fonds mobiles, de température d'eau ajustable, de séparation des flux pour qu'on puisse gérer à la fois l'accueil des scolaires et d'autres publics. Donc mais c'est vrai que c'était plutôt un cahier des charges performantiel avec des objectifs de résultats mais pas de moyens. Merci de votre intervention bien évidemment. Et je pense qu'on peut vous applaudir en effet.